Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Vous vous souvenez, les gars, depuis, je vous parle du bridge multi-chain, qui est l'un des plus gros bridges, du moins, qui fut l'un des plus gros bridges. On va aller voir. Ce matin, on nous a enfin raconté la vraie version du truc. Donc là, on va lire l'histoire ensemble parce que c'est vraiment digne d'un film, d'un film hindou. Et on va lire l'histoire ensemble. Par la suite, on va voir les leçons à en tirer. D'accord? Donc, avant de venir voir d'autres choses, lisons d'abord l'histoire, ok? Bon, là, je vais le mettre en français. On va lire ensemble, d'accord? C'est vraiment long. Alors, lisons. Parce que on disait que le PDG on le retrouvait pas. Lisons. Alors, on dit ici, le 21 mai 2023, le PDG de Multichain, Xiao Jun, a été emmené de son domicile par la police chinoise et n'a pas eu de contact avec l'équipe mondiale de Multichain depuis lors. Donc, depuis le 21 mai. L'équipe a contacté les opérateurs de nœuds MPC et a appris que leur clé d'accès opérationnel au serveur de nœuds MPC avait été révoquée. De plus, ces serveurs de nœuds MPC, comme tous les serveurs, blablabla, ça c'est pas très important. Plus tard, l'équipe a établi un contact avec la famille. Ah non, non. Ah non, j'ai sauté quelque chose de très important. De plus, ces serveurs de nœuds, comme tout autre serveur ordinaire, fonctionnaient en fait sous le compte de serveur cloud personnel de Xiaozhong. Donc vous avez un projet qui est censé être une entreprise, parce que Multichain, c'était pas des petits blagueurs, c'est censé être une entreprise. C'est lui qui était le centre des bridges sur, sur Phantom. Phantom qui, vous connaissez tous la blockchain Phantom, c'est pas des blagues. Donc, Multichain était sur le compte personnel de ce type. D'accord? Parce que quand on est en entreprise, vous-même vous travaillez en entreprise, mais moi qui suis un peu plus dans le logiciel, comment ça se passe en entreprise? Bah, vous avez des logiciels, vous avez des serveurs pour héberger les outils de l'entreprise, mais tout ça c'est acheté au nom de l'entreprise parce qu'à la fin de l'année, vous devez déclarer des impôts. D'accord? Lorsque vous déclarez les impôts, bah, vous devez déclarer les charges de l'entreprise. Vous comprenez? Donc, quand ces éléments sont sur votre truc personnel, bon, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des impôts. Est-ce que c'est quelque chose de légal? Est-ce que c'est déjà une structure légale? Moi, je ne comprends pas. C'est un peu. Hein? Donc là, ça cloche. Comment est-ce que le serveur dans Multichain qu'on utilise là, je vous vois le site pour que vous voyez. Dans le site Multichain qu'on est en train de voir là, bah, c'est hébergé sur le serveur de Xiaozhong, son serveur personnel, avec son adresse email personnelle. Ah non, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué, mais allons continuer l'histoire. Plus tard, l'équipe a établi un contact avec la famille de Xiao, de Xiao Zhu et a appris que tous les ordinateurs, téléphones, portefeuilles matériels et phrases mnémoniques, donc les phrases de sécurité là, de Xiao Zhu avaient été confisqués par les autorités. Donc ça fait longtemps que le gars lui-même n'a plus la main sur les clés. Et depuis le début du projet, tous les fonds opérationnels et les investissements des investisseurs sont sous le contrôle de Xiao Zhou, donc sous son contrôle personnel. Cela signifie également que tous les fonds de l'équipe et l'accès au serveur appartiennent à la police et à Xiao Zhou. Or, en raison du manque d'informations sur le cas, l'équipe n'a pas pu maintenir des opérations du projet au mieux de ses capacités que grâce à un... Attends, attends. L'équipe n'a pu maintenir les opérations du projet au mieux de ses capacités que grâce à l'accès restant sur certains serveurs non MPC
qui n'avait pas encore été révoqué. Selon les suggestions de l'avocat, l'équipe a choisi de coopérer autant que possible avec la demande de la famille de Xiao Jun de se conformer aux exigences de la loi et les réglementations locales en s'abstenant de divulguer au public les informations non autorisées sur l'affaire. Ok. Le 30 mai. Jusque-là, personne n'était au courant de tout ça. Pour vous dire l'absence de la transparence. Le 30 mai, dans une approche responsable envers la communauté, l'équipe a annoncé la nouvelle de la disparition de Xiao Jun et a informé la communauté des problèmes techniques actuellement rencontrés. Donc, c'est vrai. Le 4 juin, la famille Xiao Jun s'est connectée avec succès à la plateforme du serveur cloud en utilisant les informations historiques sur son ordinateur personnel. Cependant, vous voyez déjà que le niveau de sécurité n'y est pas. Vous voyez, si vous prenez votre machine personnelle, il y a ce qu'on appelle des cookies. Donc, c'est ça qui permet que lorsque vous vous reconnectez sur un site, il vous propose déjà votre nom et votre mot de passe. D'accord? Mais lorsque vous êtes sur un serveur qui contient les données des gens, vous ne pouvez pas vous amuser à laisser vos mots de passe enregistrés dans les cookies. Parce qu'il suffit que quelqu'un prenne votre machine et puis va juste se connecter, ça met vos comptes et puis il est connecté. Donc, niveau de sécurité, il n'y a pas. Juste pour souligner. Donc, cependant, la famille Xiao Jun a autorisé l'accès physique des ingénieurs de multi-chain à l'ordinateur personnel que pour résoudre les problèmes techniques avec routeur 2 et routeur 5. Bon, c'est comme c'est un bridge, ça passe pas des routeurs. Le protocole multi-chain a continué à fonctionner comme prévu. L'équipe a fait tout son possible avec des ressources limitées pour maintenir le fonctionnement du protocole multi-chain et résoudre autant que possible les problèmes des utilisateurs. Le 7 juin, les actifs des utilisateurs verrouillés sur l'adresse MPC ont été transférés anormalement vers les adresses inconnues. Hmm. Selon la sœur de Xiaoju, les informations. Sa sœur même dit, attends. Selon la sœur de Xiaoju, les informations de connexion à d'une adresse IP à Kunming ont été retrouvées sur la plateforme du serveur cloud, ainsi qu'une série d'opérations de transfert de fonds à partir des adresses MPC. Le 9 juin, donc ça c'est récent, hein, la sœur de Xiaojun a transféré les actifs des... Et c'est pas, sa sœur est technicienne, sa sœur travaille dans son entreprise. Ça, bon, je sais pas. Donc là, on est déjà sur un truc qui devient familial. Hmm. Ça devient déjà familial. Alors, la sœur de Xiaojun a transféré les actifs utilisateurs restants dans le pool de routeurs et ensuite informé l'équipe et plusieurs parties du projet de cette action de préservation des actifs. Les fonds ont été transférés à l'adresse EOA contrôlée par la sœur de Xiaojun. Oh, excusez-moi les gars. C'est c'est tellement n'importe quoi. Lorsque vous êtes une entreprise, il y a les procédures. D'accord? Vous devez avoir votre manuel de procédure. Donc, lorsque le boss n'est pas là, bah, qui prend les trucs? Qui est le directeur technique? Qui est ci? Qui fait ça? Moi, je comprends pas. Je comprends. Ça, on parle des entreprises qui pèsent des millions. Hein. Ça, c'est pas des petites entreprises qui débutent. On peut comprendre que, bon, si vous êtes nouveau, vous n'êtes pas encore trop grand, il y a pas encore eu cette structuration. Mais là, on parle des entreprises qui pèsent des millions de dollars. Ça, c'est un routeur qui bridait des millions de dollars par jour. C'est-à-dire que juste en frais de transaction, il pouvait avoir minimum 300 000 de bénéfices par jour, qui passent chaque jour qui passe. C'est pas des petits joueurs.
Je comprends que lorsqu'on crée des projets, je lui tiens même pas beaucoup rigueur du fait que bon, des trucs soient sur le compte du patron, etc., sur son compte personnel, parce que lorsque tu crées un projet, bon, tu ne peux pas, peut-être que tu ne sais pas encore la portée du truc. D'accord? Il se peut que tu ne sois pas encore formel, tu n'aies pas encore fait des entreprises, etc. Et juste qu'après, tu connais le succès. Ok, là, je suis d'accord. D'accord? Sauf que lorsque tu rencontres le succès, il faut donc formaliser tout ça parce que toi aussi, ça te protège. Hmm? Toi aussi, ça te protège. D'accord? Donc, quand tu as une entreprise comme ça, soit tu fais que c'est une entreprise et tu détaches l'entreprise de ta personne physique. Là, ça te protège. Soit tu acceptes que le projet, c'est une DAO et tu fais gérer ça par la communauté. D'accord? Ça te protège aussi. Hmm? Continuons. Donc, voilà les adresses qui sont sous le contrôle de sa sœur. Le 13 juin, le 13 juillet, selon les informations fournies par la famille de Xiaojun, la police a arrêté la sœur de Xiaojun. Maintenant, la sœur de Xiaojun est également hors de contact. Le statut des biens qu'elle a conservés est incertain. L'équipe estime donc qu'il est nécessaire d'informer la communauté de toutes les circonstances connues. Donc, quand ça arrive à ce point, ça veut dire que même l'équipe ne sait plus sur quel pied danser. Du coup, pour se dédouaner, ils disent à la communauté, écoutez, nous, vous allez rester comme ça, vous croyez que c'est nous, mais nous, on ne comprend plus ce qui se passe. Et puis, on va une fois le boss, et on dit tout. On verse tout dehors, comme on dit chez nous. Ils versent tout dehors. OK? Donc, en raison du manque de sources, en raison du manque de sources alternatives d'informations et de fonds opérationnels correspondants, l'équipe est contrainte de cesser ses activités. Ça veut dire que même l'argent, ça veut dire que les gens n'ont même plus leur salaire. L'équipe n'arrive plus à tourner, il n'y a plus de finances pour faire tourner l'équipe, donc les gars ne vont pas travailler pour rien. Hmm. C'est pas comme chez nous, on fait travailler, souvent les gens, ils ont des arriérés de 3 4 5 mois, non, hein. Ailleurs, là, tu peux pas plaisanter avec le salaire de quelqu'un. Quand on dit ça va passer aujourd'hui, ça passe aujourd'hui parce que lui aussi, il a d'autres charges, il a d'autres engagements qui doivent passer à la date. Donc, on ne plaisante pas avec des trucs comme ça. Donc là, l'équipe est déjà en train de manquer des ressources. Et puis, ils ne peuvent plus travailler. Donc, l'équipe est contrainte de cesser ses activités. C'est aujourd'hui que c'est sorti, hein? Aujourd'hui. Euh, L'équipe est contrainte de cesser ses activités. S'il y a d'autres notifications de développement, l'équipe informera la communauté en conséquence. Donc, l'équipe est en train de vous dire que le projet, là, c'est en roue libre. Si vous voulez aller continuer de travailler là-dessus, allez-y. L'équipe, je veux dire utiliser. L'équipe multi-chain n'a pas accès au compte de domaine pour rediriger ou faire tomber le front-end. Donc, le front-end, c'est ça. Donc, actuellement, là, quand vous voyez ce beau petit projet, c'était un bridge. Si on part voir, vous allez. Ouais. Dans le bridge, c'est pour migrer les fonds d'une blockchain à une autre. Donc là, tu pouvais prendre quelque chose de. Bon, ça, c'est la blockchain Ethereum. Ça, c'est des tests. Donc voilà toutes les blockchains que ça supportait. Pour moi, c'était. Je vous avais présenté des bridges un moment. Je vous disais même que ça faisait partie des plus gros. Parce que regardez, ils supportent pratiquement tout. Donc, si tu veux prendre des USDT de Cardano, envoyer sur la blockchain Ethereum, prendre sur la Dotchain, envoyer sur FMOS, prendre sur Velas, envoyer. Bref, ils faisaient tout. C'est-à-dire, techniquement, mais cette équipe n'avait pas vraiment de faille. J'avais déjà utilisé leur bridge plusieurs fois. Donc, ils ont commencé avec des affaires de hack. Généralement, des trucs comme ça, quand ça parle déjà de hack, alors qu'il y a eu plusieurs audits. Bref, on va revenir après. Continuons notre lecture. Donc, ils disaient donc qu'ils n'ont pas les moyens de faire tomber le front-end. Parce qu'ils voulaient que, bah, si vous arrivez ici, on vous dit peut-être le service est down. Parce que il n'y a plus personne qui travaille sur ça. Donc, c'est un service qui est en roue libre comme ça. Euh, Veuillez donc aider à amplifier et demander aux utilisateurs de ne plus utiliser le service multi-chain.
GoDaddy peut-il aider à faire tomber multi-chain? Merci. Il tag GoDaddy, c'est un hébergeur. C'est l'hébergeur sur lequel ils ont hébergé multi-chain. Il tag l'hébergeur pour demander à l'hébergeur de faire. Oh, c'est pas possible. L'hébergeur n'a pas le droit de shut down le site, mon gars. L'hébergeur n'a pas ce droit-là. Hmm? L'hébergeur n'a pas ce droit. Il ne peut pas shut down le site sans, parce qu'il a un contrat avec celui qui a payé les factures de garder la haute disponibilité. Donc, c'est pas parce que vous le taguez comme ça qu'il va le faire. Ce n'est que la police, les autorités compétentes qui peuvent demander à GoDaddy de shut down des activités. Hmm? Donc, ça fait quelques semaines, c'est amusant parce que ça fait quelques semaines qu'on en parle sur la page où on dit bah arrêtez multi-chain, quittez, quittez, quittez. Mais je ne savais pas que c'était jusqu'à ce niveau de manque de sérieux. Donc, pourquoi est-ce que je vous fais lire ça? C'est pour vous dire, arrêtez de juger des entreprises, je veux dire, arrêtez de juger des projets à partir des chiffres que vous voyez qu'ils font. Arrêtez de juger des projets à partir des préjugés que vous avez, à partir du bling-bling qu'ils vous renvoient. D'accord? Et aussi, arrêtez de mettre tous vos œufs dans le même panier parce que, comme je vous dis, techniquement, ce projet n'avait pas de faille. Donc, avant le hack, on n'avait pas les moyens, des trucs comme ça. Comment est-ce que vous pouvez savoir à l'avance, même si vous êtes expert en analyse fondamentale, comment est-ce que tu peux savoir que les comptes sont sur l'adresse personnelle du directeur? Tu ne peux pas savoir. Donc, on sera toujours limité par ce genre de choses. C'est pour ça qu'on appelle toujours à diversifier ses investissements. D'accord? Diversifier ses investissements. Et lorsque vous repérez un projet qui fait bien ce que vous faites, cherchez au moins ces deux concurrents et investissez 60-20-20 là-dedans. On en parlait hier. Je vous ai fait une vidéo hier où je comparais trois projets et puis je disais chacun sa stratégie. D'accord? Donc si tu vois qu'un projet est bon, cherche ces deux autres concurrents bien sérieux. Et puis, dans celui que tu sais qu'il est vraiment bon, mets 60%. Et les deux autres, tu peux mettre 40, 20-20, pardon. D'accord? Ou peut-être 30-10, ou comme tu veux. Vous voyez un peu? Ça fait que bah, si un te déçoit, les autres ne vont pas te décevoir forcément. Parce que si un tombe, les autres vont directement bénéficier de leurs utilisateurs. Si tu t'étais trompé et que un tombe, les autres, l'argent là va aller se déverser plutôt dans l'autre. Donc, même comme tu es dedans minoritairement, bah, ça va te compenser l'argent que tu auras perdu dans le premier. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, revenons voir les métriques. Checkez ça. Donc, le projet a 30 millions de market cap. D'accord? Donc, c'était pas des petits plaisantins. Vous voyez le volume en 24 heures, 6 millions. Pour ceux qui disent souvent le volume, 6 millions. Hmm? Donc, même le tokenomique, bon, 15%, c'était pas terrible. Je ne sais pas ce qui pouvait piquer quelqu'un à venir investir dans un truc comme ça avec 15% en circulation, à moins de voir que le truc était qui gérait vraiment parfaitement bien leur jeton. Voilà, vous voyez, checkez ça. Vous allez vous faire, vous voyez, regardez la coupe. Donc le truc est ici comme ça, et puis regardez la market cap. C'est-à-dire qu'au début de l'année là, alors que au début de l'année, alors que tout était en train de monter, le truc a vraiment commencé à performer. Et qu'est-ce que l'équipe a fait? Ils ont pulvérisé les jetons dehors. Et c'est ça qui a freiné. Donc c'est pas parce que les utilisateurs ne croyaient pas en ce projet que ça a commencé à baisser, non. C'est parce que lorsque l'équipe a senti que le marché était haussier, ils sortaient les jetons et puis ça a ramené le prix encore plus bas même que lorsqu'on était. Donc, mais c'est pas ça que je voulais plus vous montrer. Je voulais vous montrer d'autres trucs. Donc vous voyez qu'ils ont été audités par Certic, ils ont été audités par Verichain. Bon, Verichain je connais pas. Par contre, je connais Certic et puis Aken. Donc ce sont des gros en termes d'audit. Vous voyez? Donc, comment est-ce que un projet qui a passé ces audits se fait arnaquer, se fait pire hacker? Hmm? Donc, ça veut tout simplement dire que le hack n'en était pas un. Le hack venait de l'intérieur. Est-ce que le patron est réellement arrêté par la police? Est-ce que la police locale n'est pas de mèche?
Est-ce qu'ils n'ont pas disparu et qu'il a envoyé sa sœur faire le reste du travail pour le rejoindre? Peut-être s'ils sont sur une plage, je sais pas où, ils se sont refait le visage et tout. Hmm. Donc, c'est juste pour vous dire, les gars, les apparences sont trompeuses et on est dans un domaine qui est rempli de requins. D'accord? C'est vraiment rempli de requins. La crypto, c'est le casse-tête. Vous comprenez? La crypto, c'est le casse-tête. C'est pour ça que quand vous voyez ceux qui ont déjà beaucoup d'argent, beaucoup de millions, ils sont sur Bitcoin et Ethereum. Ils ne se cassent pas trop la tête. Parce qu'ils savent qu'au moins avec les deux là, on ne peut pas avoir ces conneries ici. D'accord? Et moi-même, lorsque j'aurai considérablement des moyens, je ne vais plus, je vais plus casser ma tête sur les altcoins. Parce que les altcoins, c'est plus de mots de tête qu'autre chose. Tu n'as pas besoin de suivre Ethereum tous les jours. Tu n'as pas besoin de suivre les activités, non. On peut dire peut-être il y a Zmerge. Tu sais que bon, c'est quelque chose de majeur. Là, tu surveilles, mais tu vas pas être en train de suivre les activités de Vitalik. Tu vas pas être. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, mais vu que nous, on est encore au petit niveau, avec des petits capitaux, on est obligé d'être sur les altcoins. Et être sur les altcoins, c'est être très, très, très attentif. Donc, vous devez suivre vos investissements. D'accord? C'est pas parce que vous avez vu un truc, un projet qui a l'air bon et vous avez investi, que vous allez fermer le porte, vous allez fermer votre portefeuille et dire, oh, rendez-vous au bull run, on vient récolter l'argent. Ça ne se passe pas comme ça. Hmm? Quand j'investis sur un projet, qu'est-ce que je dois faire? Je dois suivre ce projet tous les jours. Bon, pas peut-être tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Parce que c'est comme ça. Je suis même étonné que le prix reste comme ça. Je ne sais pas si peut-être les swaps ne passent même pas, mais je suis étonné que le prix reste comme ça. Regardez, ils étaient listés quand même. Ils étaient même sur Binance. Regardez. Sur Coinbase. Sur Kraken. Vous voyez? Donc, ça veut dire, les échangeurs, c'est juste du business. Et comme je vous avais dit depuis, les échangeurs avant, c'était une sorte de gage de sérieux des projets. Mais quand on creuse, on comprend que ces échangeurs, c'est n'importe quoi. Tous autant qui sont là, c'est des belles petites merdes là, qui sont là pour se faire de l'argent. C'est juste que certains sont plus transparents que d'autres et puis certains font moins de la merde que d'autres parce qu'ils savent qu'ils sont tenus par les autorités et puis ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. C'est juste ça, mais sinon c'est juste tous des petites merdes. Vous voyez? Et aussi à leur niveau, il y a des vérifications qu'ils peuvent faire. On ne va pas juste les accuser parce que bon, ils ne sont pas divins. Hmm. Ils ne peuvent pas aussi savoir que voilà, la gestion de cette entreprise, c'est comme ça. OK? Donc, par contre, je me dis que lorsqu'on dit qu'on est échangeur, on devrait quand même organiser des audits tout le temps pour faire le suivi parce que la crédibilité aussi de votre échangeur est en jeu. Vous comprenez? Donc, ils étaient quand même sur des gros échangeurs, Binance et autres. Et voilà, c'était pas un petit projet, comme je vous dis. Mais quand on lit l'histoire derrière, mais c'est catastrophique. Qu'est-ce que la communauté va faire? Il n'avait jamais eu un tweet aussi célèbre. 2 millions de vues. Regardez, les gens sont dégoûtés. Regardez les commentaires. Celui-ci reprend les trucs. Printing, what, yo. Ouais, les petits mots que les gens utilisent souvent, qui démontrent le manque de professionnalisme. Mais non, la communauté est dépassée. Ça, c'est sans compter les différentes versions qu'ils ont données avant ça, avant que la vérité ne sorte. Donc, les amis, c'était ça la petite histoire que je voulais vous lire avec vous, et puis qu'on en tire des leçons. Donc, quand vous voyez comme ça, vous comprenez que la crypto, c'est le Far West. Lorsque ça va bien, tout va bien, mais lorsque ça va mal, vous comprenez qu'on n'a aucune mesure. Il n'y a pas de mesure de protection des utilisateurs. Il n'y a pas d'assurance. D'accord? Et c'est là où je regrette toujours. Je dis toujours, les projets d'assurance décentralisés ont failli un peu. Parce que c'est en ces moments-ci que les assurances devaient montrer leur pertinence de dire, OK, si tu investis sur un projet, nous garantissons que c'est un bon projet. Pas que c'est un... nous t'assurons, bon, c'est pas une garantie en quelque sorte, on t'assure pour dire, si le projet a des problèmes de telle nature, bah, on peut te rembourser. En ce moment, tu souscris à l'assurance, mais
Toutes les assurances, là, je ne sais pas ce qu'il faut. Je connais pas un projet d'assurance qui se démarque vraiment et puis c'est venu jusqu'à mes oreilles. Ouais, un peu. Pourtant, ça devrait être un narratif qui devrait être très pertinent. Mais pourquoi est-ce que on n'en a pas à l'heure où on a plus que besoin? C'est compliqué. C'est compliqué. D'accord? Donc, passez un bon début de week-end, les amis. Et puis, dites-moi aussi ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette histoire. Si vous pensez que est-ce que vous pensez que le CEO est sérieux? Il est vraiment pris par la police et puis il essaie de faire son possible pour sauver le projet. Ou vous pensez qu'il s'est cassé avec, il s'est cassé avec la caisse et puis c'est la coule douce quelque part sur une île asiatique là-bas. Donc dites-moi ce que vous en pensez les gars et puis moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.